En novembre 1965, la première grande bataille de la guerre du Vietnam allait commencer, établissant le précédent pour les cicatrices durables que la guerre laisserait à la fois sur le Vietnam et sur les États-Unis d'Amérique. Combattue dans le massif montagneux de Chupong, au cœur des hauts plateaux, l'armée américaine a été déployée dans un vaste ensemble de forêts, de collines et de terrains généralement inaccessibles. Ce qui, combiné à la détermination et aux tactiques de leurs adversaires, allait faire de ce combat une épreuve extrêmement difficile pour surmonter des obstacles qui semblaient tellement défavorables. Les États-Unis ont utilisé les célèbres assauts aériens en hélicoptère qui allaient devenir si emblématiques de la guerre du Vietnam, ainsi que de lourds bombardements d'artillerie. De l'autre côté se trouvait l'armée populaire du Vietnam qui connaissait bien les pics et vallées difficiles dans lesquelles elle allait combattre. Ils ont utilisé le combat rapproché, avec des soldats au sol, dans le but de neutraliser la puissance de feu massive apportée par les États-Unis. Ce qui allait devenir connu sous le nom de la bataille de Ia Drang fut un conflit extrêmement important et un début sanglant pour ce qui allait bientôt devenir l'une des guerres les plus mémorables de l'histoire des États-Unis. Les deux camps ont subi de lourdes pertes. Et un précédent a été établi pour les stratégies qui seraient utilisées par les Américains et les Vietnamiens pour le reste de la guerre. Mais pourquoi la bataille de Ia Drang a-t-elle eu lieu en premier lieu ? Et comment s'est-elle déroulée lorsqu'elle a éclaté ? Aujourd'hui, nous vous proposons un documentaire qui vise à répondre à ces questions et à bien d'autres. Nous allons examiner les figures clés derrière chaque armée et analyser comment l'armée des États-Unis et l'armée populaire du Vietnam ont utilisé leur stratégie pour tenter de prendre le dessus l'une sur l'autre. Installez-vous confortablement pendant que nous vous racontons la bataille de Ia Drang, la première grande bataille de l'Amérique pendant la guerre du Vietnam. Ceci est guerre du monde. Bien que la guerre du Vietnam soit généralement considérée comme ayant commencé en novembre 1955, la participation majeure des États-Unis ne débutera réellement qu'après presque une décennie. Ses racines se trouvent dans la première guerre d'Indochine, au cours de laquelle les forces vietnamiennes se sont battues pour un Vietnam indépendant qui à l'époque appartenait à la France en tant que colonie. Au départ, dans les années 1950, les États-Unis se sont impliqués au Vietnam pour aider les Français dans leurs efforts militaires en fournissant une aide et des conseils militaires. En 1954, les Français se sont retirés, ce qui, à la suite des accords de Genève, a conduit à la division du Vietnam en deux parties, le nord communiste et le sud non communiste soutenu par les Américains. Des élections étaient prévues pour 1956 afin de tenter de réunifier le pays. Mais les États-Unis, craignant la propagation du communisme, sont intervenus pour les empêcher et ont bloqué la tenue des élections. Les dirigeants américains croyaient à la théorie des dominos, l'idée que si une nation, en l'occurrence le Vietnam, tombait sous le communisme, alors d'autres nations d'Asie du Sud-Est suivraient rapidement le même chemin. Pendant près de 10 ans, les combats se dérouleraient à une échelle relativement réduite entre les troupes du Nord et du Sud du Vietnam. L'Amérique a pris du recul dans l'opération alors que la corruption et l'instabilité commençaient à se répandre dans le Sud. Il est vite apparu que, pour stopper la propagation du communisme, qu'il pensait inévitable au Vietnam, il devait agir. S'il laissait faire, un degré d'implication plus important serait nécessaire. Après la coûteuse guerre de Corée, les présidents Eisenhower et Kennedy étaient réticents à s'engager dans une guerre à grande échelle en Asie. Mais Lyndon B. Johnson, élu en 1961, était prêt à tenter sa chance. À l'été 1965, Johnson commença à renforcer les forces des États-Unis dans les hauts plateaux du centre du Vietnam, au nord-est de la région de Saigon.
Le Viet Cong, soutenu par l'armée populaire du Vietnam, avait commencé à établir une présence importante dans la campagne du sud du Vietnam où il y avait peu de routes pour entrer ou sortir de la région. Cela faisait des hauts plateaux un endroit idéal pour le Viet Cong afin d'y établir ses bases et d'y amasser une présence qui pourrait servir à couper le sud du Vietnam en deux depuis le sud-ouest. Ils avaient là formé ce qui allait devenir le Front B3, une grande force de soldats du Viet Cong, issus des 32e, 33e et 66e régiments dirigés par le général de division Chu Huy Mun. Le général avait prévu de cibler les forces sud-vietnamiennes dans les provinces de Kon Tum et de Pleiku, cette dernière étant le lieu du quartier général du 2e corps sud-vietnamien. Comme les hauts plateaux centraux étaient si inaccessibles par véhicules terrestres, l'armée américaine a décidé de tenter sa chance en testant une nouvelle approche. Tactique de mobilité aérienne. Celle-ci permettrait de transporter des forces de la taille d'un bataillon vers et depuis leur zone de combat prévue en utilisant des hélicoptères renforcés par un appui aérien, des tirs de roquettes et des bombardements d'artillerie. En juillet 1965, la première division de cavalerie aéromobile ou cavalerie aérienne avait été déployée au camp Radcliffe dans la ville sud-vietnamienne d'An Ca. Au cours des mois suivants, des préparatifs seraient mis en place pour une attaque à grande échelle contre les forces du Viet Cong. Et en novembre, les combats seraient imminents. La planification de l'assaut américain contre le Viet Cong avait été interrompue. Leur présence dans les hauts plateaux avait attiré l'attention du Front B3 et ils ont même tenté d'attaquer un camp secondaire plus petit, le camp des forces spéciales de l'armée américaine, Plei Me, en octobre 1965. Le camp Plei Me avait été installé à environ 45 km au sud-ouest de Pleiku, où les forces nord-vietnamiennes tentèrent de reprendre le contrôle de positions stratégiques au sud vietnamien. Le plan était que le 33e régiment attaque le camp, tandis que le 32e régiment restait en embuscade, prêt à écraser toute force de secours envoyée aux Américains depuis Pleiku. Les Américains, cependant, étaient de près. La première attaque du Viet Cong a été rapidement repoussée grâce au soutien aérien. Le Viet Cong avait été assez affaibli pour que les renforts américains les rejoignent en sécurité. Et bien que le 32e régiment ait attaqué les Américains à leur arrivée, les forces de renfort ont également réussi à les repousser. Après l'assaut déjoué contre le camp de Plei Me, les Américains se sont concentrés sur l'élaboration d'un plan visant à empêcher le Front B3 de s'emparer de terres dans la province de Pleiku. Le général William Childs Westmoreland, qui commandait les forces américaines pendant une grande partie de la guerre du Vietnam, a nommé le général Harry Kirkland pour commencer à élaborer des plans en vue d'une offensive. La première brigade de Kirkland a commencé à s'installer dans la région de Pleiku, dans les hauts plateaux du centre. Et ils ont capturé un poste de secours de l'armée populaire du Vietnam. Ils ont récupéré des renseignements indiquant que le front B3 serait rejoint par le 66e régiment d'un jour à l'autre. Ces premiers efforts pour comprendre la région n'étaient pas sans risque. Et après avoir subi des pertes lors de leurs premières escarmouches dans la province de Pleiku, la première brigade des États-Unis a été remplacée par la 3e. D'autres renseignements allaient fournir les positions de 3 régiments nord-vietnamiens d'ici le 11 novembre. Ils étaient stationnés dans les contreforts du massif de Chupong, une chaîne de montagnes dans le sud des hauts plateaux du centre. Le 12 novembre 1965, les ordres furent donnés à la première division de cavalerie aéromobile de se préparer à une vaste attaque aérienne. La bataille de Ia Drang allait bientôt commencer. Le lieutenant-colonel Al Moore fut choisi pour sélectionner les zones d'atterrissage afin de transporter les soldats américains dans la vallée de Ia Drang, près de l'endroit où les soldats du front B3 s'étaient rassemblés. On lui a dit qu'il ne fallait pas tenter de gravir les montagnes et en conséquence, il a choisi une série de clairières plates et basses entourées de petits arbres. Parmi les 7 zones qu'il avait sélectionnées, la zone d'atterrissage X-ray serait la plus importante, située vers les contreforts orientaux du massif de Chupong. Le plan consistait à amener les soldats au point d'atterrissage
où un appui d'artillerie était fourni depuis une base de soutien-feu voisine, Fire Support Base Falcon, située à environ 8 km au nord-est de la zone d'atterrissage. La zone X-ray a été choisie car on pensait que l'armée populaire du Vietnam ne disposait pas de canons antiaériens ni de mortiers lourds. Ils avaient été détruits lorsqu'ils avaient tenté d'attaquer le camp de Plei My. Choisir d'atterrir ici permettrait aux troupes américaines de s'approcher très près du Viet Cong sans courir le risque d'être complètement abattus. Environ 1000 soldats de cavalerie des États-Unis, ainsi que 900 soldats de soutien de l'armée de la République du Vietnam, seraient transportés par avion dans la bataille de la vallée de Ia Drang. De plus, les Américains disposeraient d'artillerie et de mortiers, ainsi que de l'assistance d'unités de soutien aérien et d'hélicoptères capables de fournir des tirs sur demande. Le 14 novembre 1965, la première division de cavalerie aéroportée a commencé à transporter par avion les unités de cavalerie une par une, en les déposant. À la zone d'atterrissage X-ray, environ toutes les 30 minutes, Moore a établi un centre de commandement au milieu de la zone d'atterrissage X-ray. Le front B3, quant à lui, aurait compté environ 2500 hommes avec des forces terrestres exceptionnellement habiles au combat rapproché. La question était de savoir comment cette bataille se déroulerait. Environ 10 minutes avant 11 heures, le 14 novembre 1965, les troupes du 1er bataillon du 7e de cavalerie ont été héliportées vers la zone d'atterrissage X-ray lors de leur arrivée. Un barrage massif de roquettes et de tirs d'artillerie a bombardé la position du Viet Cong autour des hauts plateaux du centre, ce qui s'est avéré utile de deux façons. Premièrement, les soldats ont pu atterrir en toute sécurité sans la menace imminente des tirs ennemis. Et deuxièmement, un front du champ B3 qui était parti pour attaquer secrètement. Le camp Plei My a de nouveau été contraint de reporter et a choisi d'affronter les Américains près de la zone d'atterrissage. Au lieu de cela, la compagnie B du capitaine John Herron ainsi que le 1er bataillon de Moore avaient atterri à X-ray et choisi de rester près du centre de la zone. Alors que de petits groupes étaient envoyés dans les environs pour repérer les menaces ennemies, la compagnie B a finalement reçu l'ordre de se déplacer vers l'ouest, où elle a pu intercepter et capturer un déserteur de l'armée populaire du Vietnam. Le déserteur a librement révélé des informations sur les 3 régiments stationnés près du massif de Chupong, y compris le nombre de soldats et des détails sur leur armement. Pendant que cela se produisait, des unités supplémentaires du 1er bataillon des États-Unis étaient arrivées à la zone d'atterrissage X-ray avec le reste de la compagnie B et 2 sections de la compagnie A se sont regroupées et se sont positionnées à la gauche de la majorité de la compagnie B, le long du lit du ruisseau qui traversait la zone d'atterrissage X-ray, prête à intercepter les ennemis qui allaient probablement maintenant se diriger vers eux. Les premiers coups de feu de la bataille ont été tirés vers 12h15 et provenaient d'une jungle voisine où 3 sections de la compagnie B patrouillaient. Le Viet Cong avait intercepté ses soldats et ils ont subi une série de pertes. De plus, ils avaient été cloués au sol dans la jungle, bien loin du centre de la zone d'atterrissage X-ray. Le lieutenant Henry Herrick, responsable du 2e peloton qui tentait désespérément de tenir sa position, a passé un message radio pour informer ceux de la zone d'atterrissage de ce qui se passait. Ils essuyèrent des tirs venant du flanc droit, mais ils tentèrent toujours de poursuivre et d'éliminer les Viet Cong qui essayaient de les attaquer. Le peloton de Herrick s'est cependant rapidement dispersé sur environ 50 mètres et s'est retrouvé séparé des 2 autres, tandis que Herrick passait un nouveau message radio pour demander s'il devait entrer dans la clairière où se trouvaient-ils les Viet Cong ou la contourner. Une fusillade a éclaté. Ces hommes n'ont subi aucune perte, mais semblaient infliger de lourdes pertes à l'ennemi. La fusillade a alerté d'autres Viet Cong autour du peloton qui ont commencé à se rapprocher d'eux, tentant de rejoindre les hommes du 1er bataillon situé près de la zone d'atterrissage. Herrick a conduit ses hommes vers une butte défensive au milieu de la clairière, mais il était trop tard.
5 hommes du peloton, y compris Eric lui-même, allaient perdre la vie en seulement 25 minutes. Eric a informé son capitaine par radio qu'il avait été touché. Un tir d'artillerie a été organisé à l'endroit où Eric était tombé lorsque celui-ci est mort. Le commandement a été transmis au sergent Ernie Savage, qui avait récupéré sa radio au moment où le tir d'artillerie est arrivé. 3 autres hommes avaient été tués et 13 étaient de blessés. Sous le commandement de Savage, cependant, la section a réussi à tenir sa position sur la colline pendant toute la durée de la bataille. Vague après vague de Viet Cong a chargé contre les hommes retranchés dans la clairière, certains d'entre eux même sans leurs fusils. La position défensive, atteinte par Eric, a cependant suffi à permettre aux hommes restants de tenir bon. Et ils ont finalement pu regagner la sécurité à la fin de la bataille, au milieu d'une terrible scène de destruction et de mort. De retour à la zone d'atterrissage, les soldats restants des compagnies A et B ont tenté d'établir un périmètre. Cela rendrait difficile pour les Viet Cong de percer à 1h30 de l'après-midi. Ils furent rejoints par des soldats de la compagnie C sous les ordres du capitaine Bob Edwards qui se sont positionnés au sud et au sud-ouest de la zone d'atterrissage faisant face aux montagnes. La compagnie C a d'abord demandé des frappes aériennes le long de la montagne pour soutenir l'établissement du périmètre, à peu près au même moment où la compagnie C était arrivée. L'un des 3 pelotons qui patrouillaient dans la jungle lorsqu'ils se sont séparés du 3e peloton de Harrick, dirigé par le lieutenant Bob Taft, a rencontré plus d'ennemis. Pour être exact, 150 soldats de l'armée populaire du Vietnam. Ils avaient suivi le ruisseau en direction de la zone d'atterrissage où ils s'étaient retrouvés face à face avec le 3e peloton. Les soldats américains ont reçu l'ordre d'avancer pour lancer une attaque, ce qui s'est avéré particulièrement coûteux. La ligne de front a été rapidement décimée et ils ont été forcés de battre en retraite lorsque le lieutenant Taft a perdu la vie. Le commandement a été confié au sergent Lorenzo Nathan, qui a réussi à empêcher les Viet Cong d'avancer le long du lit du ruisseau vers la zone d'atterrissage. Le 2e peloton de la compagnie A, mené par le lieutenant Walter Maum, a attaqué l'ennemi par derrière alors qu'ils affrontaient les hommes de Nathan. Maum et ses troupes ont réussi à abattre environ 80 combattants nord-vietnamiens qui se sont ensuite dispersés, permettant ainsi aux Américains de récupérer ceux qui étaient tombés lors de l'accrochage initial. Ces premiers combats, aussi sanglants qu'ils aient été, n'ont pas dissuadé le Viet Cong de lancer des assauts massifs contre la compagnie C, puis finalement contre la compagnie D. À leur arrivée, l'armée populaire du Vietnam avait commencé à pénétrer la zone d'atterrissage et des tirs nourris s'abattaient alors que les derniers hélicoptères arrivaient vers 14h30. Alors qu'entre 175 et 200 Viet Cong attaquèrent le périmètre, la compagnie C a demandé un soutien en armement lourd, ce qui a anéanti un grand nombre d'ennemis. De nombreux Viet Cong ont été brûlés vifs alors qu'ils tentèrent de fuir les bunkers autour du périmètre, se jetant directement dans une ligne de tir d'artillerie. En une demi-heure, les Viet Cong se sont réorganisés et regroupés à la montagne. Pendant que la compagnie C repoussait l'ennemi à la zone d'atterrissage, les compagnies A et D faisaient face à leurs problèmes. Une seconde attaque avait été lancée le long du lit du ruisseau et les Viet Cong tentèrent de percer le périmètre pour les séparer de la compagnie C. À courte portée, les Américains ont commencé à fournir des tirs nourris alors que les soldats nord-vietnamiens commençaient à affluer. Des soldats terrifiés, aux commandes des mitrailleuses, repoussaient vague après vague d'ennemis, faisant face à un nombre croissant de pertes. À 15h20, les derniers soldats du 1er bataillon étaient arrivés. Les compagnies A, B, C et maintenant D étaient entièrement déployées avec toutes leurs armes et leurs hommes. Le périmètre a été renforcé et les tirs de mortier se sont concentrés sur l'assaut contre les compagnies A et D. Alors que les Viet Cong se retiraient, l'attention s'est concentrée sur une nouvelle tentative de sauvetage du 2e peloton de la compagnie B bloqué sur la position défensive. La butte dans la clairière, sous un feu ennemi intense, parmi les troupes. Cloués à la butte par une mitrailleuse retranchée, installée sur une haute termitière, ils étaient empêchés de s'échapper.
Le lieutenant Mahom de la compagnie A neutralisé le tireur avec un tir anti-char accompagné d'une petite salve de grenades. Il a personnellement abattu les derniers Viet Cong avec son fusil et avait été blessé au cou et à la mâchoire. Au cours de l'opération, Mahom et ses hommes ont presque réussi à secourir la section perdue, mais ils ont été coupés avant de pouvoir les atteindre. Lorsque d'autres soldats sont arrivés des bois, à ce moment-là, il commençait à faire sombre et il serait presque impossible de continuer à se battre. Face à la férocité dont avaient fait preuve les Viet Cong tout au long de la journée, les Américains ont tenu leur position toute la nuit et ont été placés en état d'alerte maximale. Ils ont fait face à des tentatives de reconnaissance de l'ennemi tout au long de la soirée, mais ont choisi de ne pas ouvrir le feu afin de ne pas révéler leur position à la grande armée populaire du Vietnam, qui continuait de se rassembler dans les collines. Cela avait vraiment été une journée de combat brutal, mais qui touchait maintenant à sa fin. À l'approche de l'aube, Moore a demandé que des patrouilles de reconnaissance soient envoyées dans les forêts et collines environnantes pour rechercher toute menace imminente du Viet Cong. Les éclaireurs de la compagnie C n'ont parcouru que 150 mètres en dehors de leur périmètre avant de tomber sur des troupes ennemies et une fusillade a éclaté. 200 soldats de l'armée populaire du Vietnam ont surgi des arbres en courant vers le périmètre et ont concentré leur feu sur les premiers et deuxièmes pelotons de la compagnie C qui ont tous deux subi de lourdes pertes. Cela a ensuite été suivi par une attaque contre le troisième peloton sous les ordres du lieutenant William Franklin et un certain nombre de leurs hommes ont été grièvement blessés lors de l'assaut. Il est vite devenu évident que les Viet Cong tentèrent de les encercler depuis plusieurs directions. Mais les forces américaines ont tenu bon et ont réussi à abattre des centaines d'assaillants nord-vietnamiens alors qu'ils tentèrent de franchir le périmètre. Les combats semblaient particulièrement intenses le long de la ligne sud de la compagnie C alors qu'ils atteignaient un point d'ébullition. Moore donna l'ordre au lieutenant Charlie W. Hastings de transmettre la phrase codée « Flèche brisée ». Cela signalerait à tout soutien disponible au Sud-Vietnam qu'une unité de combat américaine était en grand danger d'être submergée par l'ennemi. Au moment même où il appelait du renfort, les lignes de la compagnie C furent rompues et de nombreux Américains gisaient de la mort. Les troupes de l'armée populaire du Vietnam se faufilaient lentement entre les corps, achevant les blessés encore vivants et récupérant les armes sur les cadavres. Le soutien aérien arriva bientôt. Mais le poste de commandement de Moore fut touché par des tirs amis. 2 chasseurs F-5 Super Sabre larguèrent des charges de napalm dangereusement près des positions américaines. Hastings transmit un message radio pour leur ordonner de changer de trajectoire, ce qu'ils firent, mais les dégâts étaient déjà faits. Plusieurs Américains avaient été blessés ou tués par le napalm et une scène terrible se déroula alors que des soldats étaient traînés vers les postes de secours tout en essuyant des tirs du Viet Cong. L'intensité des combats poussa Moore à demander des renforts qui arrivèrent sous la forme du 2e bataillon du 5e cavalerie qui avait précédemment atterri à la zone d'atterrissage Victor. Non loin de la zone d'atterrissage X-Ray, mais avec une présence beaucoup moins importante du Viet Cong. À l'arrivée des renforts, le Viet Cong commença à se retirer des lieux, mais continua à lancer de petites escarmouches et des tirs de harcèlement contre les Américains stationnés à la zone d'atterrissage X-Ray. En arrivant sur les lieux, le 2e bataillon fut stupéfait de voir à quel point la mort avait frappé là-bas. Des corps américains et vietnamiens pouvaient être vus éparpillés sur le site, criblés de balles ou figés dans des positions de combat au moment même où ils étaient morts. Bientôt, des efforts seraient déployés pour retirer le 1er bataillon du 7e régiment de cavalerie de la zone d'atterrissage X-Ray. Le 2e bataillon du 7e régiment de cavalerie et le 2e bataillon du 5e régiment de cavalerie pourraient théoriquement poursuivre le combat là où ils l'avaient laissé. Ils ont été retirés le lendemain avant le retrait du 1er bataillon de Moore du champ de bataille. Cependant, il a lancé une dernière tentative pour secourir le 2e peloton de la compagnie B depuis la colline dans la clairière. Des soldats des 2 bataillons se sont rendus à l'emplacement de la compagnie B où ils n'ont rencontré personne, Viet Cong. 9 hommes avaient été tués et 13 autres blessés. Ceux qui avaient survécu
furent ramenés à la zone d'atterrissage X-ray pour être évacués sous un faible tir de sniper. Le soir venu, les hommes avaient été extraits de la colline. Et après une série de bombardements en tapis lancés sur les positions de l'armée populaire du Vietnam, les Américains se sont retranchés à nouveau, fortifiant leur périmètre alors que la nuit commençait à tomber. Tout au long de la nuit du 15 novembre, X-ray a de nouveau été sondé par le Viet Cong. Avant l'aube, un combat majeur a éclaté mais a été réprimé par la compagnie B du 2e bataillon du 7e régiment de cavalerie en quelques minutes. Les frappes d'artillerie du lieutenant B. Lund sont considérées comme un facteur majeur du succès de cette rencontre. Sans elles, les Américains auraient pu être submergés pendant la nuit, avec une faible visibilité et l'effet de surprise en faveur de l'ennemi. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux premières heures du matin, principalement concentrés sur la compagnie B, mais les frappes aériennes et les tirs de fusil ont continué à contenir l'ennemi. Lors de cette deuxième escarmouche, pas un seul Américain n'a été tué. Le 1er bataillon du 7e régiment de cavalerie s'est retiré de sa position vers 10h30 du matin. Le matin du 16 novembre, la bataille à cet endroit a été terminée, mais une autre à la zone d'atterrissage Albany allait bientôt commencer le 17 novembre. Les 2 derniers bataillons ont quitté la zone X-ray pour de nouvelles zones d'atterrissage. Le 5e régiment de cavalerie s'est dirigé vers la zone d'atterrissage Columbus au nord-est, tandis que le 7e a marché vers la zone d'atterrissage Albany, plus au nord. Les Américains visaient à bombarder les pentes du massif de Chupong, où étaient stationnés les soldats restants de l'armée populaire du Vietnam. Ainsi, déplacer les soldats vers ces nouvelles zones les aiderait à éviter tout tir ami. Vers la fin de la matinée, ils étaient repartis, mais quelque chose clochait. Une mission de reconnaissance près de la zone d'atterrissage Albany avait révélé des empreintes de pas, des flèches en bambou et des grains de riz au sol. La compagnie A du 5e cavalerie avait découvert des huttes en herbe qu'on leur avait ordonné de brûler. Il y avait manifestement une présence Viet Cong bien plus importante ici que ce que les Américains pensaient, et soudain ils étaient en état d'alerte maximale. Finalement, ils se sont arrêtés pour se reposer dans une clairière après avoir neutralisé une petite équipe de soldats de reconnaissance Viet Cong. Alors qu'ils interrogèrent leurs prisonniers, d'autres voix vietnamiennes se firent entendre provenant des hautes herbes derrière eux. Le lieutenant Pat Payne de la compagnie A du 5e cavalerie avait mené son peloton à moins de 200 mètres du quartier général du 33e régiment de l'armée populaire du Vietnam. Des centaines de Viet Cong étaient maintenant en train d'encercler leur position. Ils étaient pris dans une embuscade. Vers 13h15, des soldats des 33e et 66e régiments de l'armée populaire du Vietnam sont sortis des hautes herbes. Le combat qui s'ensuivit allait durer 16 heures terrifiantes alors que le Viet Cong s'étendait le long du flanc est de leur position. Petit à petit, des soldats des forces vietnamiennes se détachèrent du groupe principal, tentant de submerger les Américains lors de combats au corps à corps. Certains Américains réussirent à trouver refuge dans un groupe d'arbres au milieu d'une série de hautes termitières. Là, ils pouvaient débuter l'appui-feu de mortiers et d'artillerie pour ceux en contrebas. Pendant ce temps, les Américains qui avaient déjà atteint la zone d'atterrissage Albany commencèrent à fournir des tirs de sniper de suppression, en particulier sur ceux qui étaient sortis des hautes herbes et qui erraient autour de l'extérieur de la zone d'atterrissage. Pendant ce temps, les Viet Cong, qui maintenaient leur position dans les hautes herbes, cherchèrent les soldats américains cachés, les éliminant un par un. Avec l'arrivée de plus de soldats dans la bataille, les chances de survie du peloton pris en embuscade augmentaient, mais le nombre de morts était catastrophique dans tous les domaines. Les compagnies A et C avaient perdu 70 hommes dans les premières minutes après avoir rejoint la bataille. L'espoir américain est venu sous la forme de bombes au napalm larguées par les A&E Sky Raider de l'United States Air Force, mais en raison de l'incertitude causée par le brouillard de la guerre et les combats rapprochés, ces bombes ont peut-être tué à la fois des soldats Viet Cong et des troupes américaines.
Au moment où les bombes ont été larguées, le seul officier de haut rang à être tué des deux côtés, Lee Xuan Phoy, de l'armée populaire du Vietnam, a été tué. Les blessés ont commencé à être évacués du site de la zone d'atterrissage Albany plus tard dans l'après-midi, lorsque des éléments de la cavalerie du 1er bataillon sont venus en aide au 2e bataillon. Avec un soutien aérien suffisant, cela a permis aux hommes restés au sol de progresser contre les Viet Cong restants. En fin d'après-midi, des renforts avaient été appelés depuis la compagnie B du capitaine Myron Didurek du 7e régiment de cavalerie du 2e bataillon. Les troupes ont été déployées directement dans les hautes herbes et ont pu éliminer les Viet Cong qui s'y trouvaient encore, tandis que les hélicoptères fournissaient un tir d'appui intense au sol. Cela a suffi à mettre en déroute les forces du Viet Cong et les Américains ont pu à nouveau s'enterrer pour la nuit. La bataille de Ia Drang s'est terminée le 18 novembre lorsque les derniers Viet Cong se sont enfuis dans les collines et les jungles environnantes. Les forces américaines ont passé 2 jours entiers à rassembler leurs morts et à identifier les corps. Les cadavres étaient éparpillés sur tout le champ de bataille, dans ce qui a été décrit comme ressemblant à un long et sanglant accident de la route dans la jungle. 155 hommes ont été tués ou portés disparus lors de l'embuscade à la zone d'atterrissage Albany, et les soldats américains sont ensuite partis pour la zone d'atterrissage voisine, Crux. Environ 237 soldats américains auraient été tués à la fois à la zone d'atterrissage X-Ray et lors de l'embuscade à la zone d'atterrissage Albany. Avec 258 autres blessés et 4 portés disparus, on estime que les forces sud-vietnamiennes soutenant les Américains ont perdu 132 hommes avec 248 blessés et 18 disparus.